Je me présente, je suis Sophie Etier, la directrice des programmes de premier cycle en travail social et en gérontologie depuis juin dernier. Et je suis accompagnée de Mme Gisèle Lafleur, qui est conseillère à la gestion des études, qui va probablement répondre à vos questions à la fin. La plupart des questions sont adressées à elle la plupart du temps, donc vous aurez l'occasion de discuter avec elle. OK, bravo. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, mais donc je vais quand même prendre le temps de présenter nos 3 programmes. Donc, d'abord, les 2 certificats en travail social et en gérontologie. Donc, on va regarder les objectifs, leur cheminement, ce qu'ils ont en commun, puis les perspectives d'emploi avec ces certificats. Ensuite, on va parler du bac. Donc, c'est quoi les objectifs du bac, les critères d'admission, les cheminements, les profils, le stage et les perspectives d'emploi. Et ensuite, on va terminer avec la charge de travail en général, peu importe dans quel programme vous êtes inscrit, et la reconnaissance d'acquis scolaires et extrascolaires que vous pouvez vous prévaloir là, si vous avez de l'expérience ou si vous avez suivi déjà d'autres cours à l'université ou dans d'autres universités. Donc, d'abord, les certificats donc en travail social et en gérontologie. Donc, souvent, on nous demande, bon, c'est quoi l'objectif de ces programmes-là? Ce qui est important de savoir ici, c'est que les 2 certificats permettent normalement d'actualiser ou de développer ou de diversifier vos connaissances et vos compétences dans le domaine soit du vieillissement, soit dans le travail social, mais dans une perspective de formation continue. Au départ, les certificats avaient été conçus pour des gens sur le marché du travail qui voulaient ajouter des compétences plus théoriques à leur expertise professionnelle. Donc, ce n'est pas des formations professionnelles comme on verra avec le bac, c'est souvent des formations qu'on utilise là, par-dessus la formation qu'on a déjà. Donc, en gérontologie, on tente de saisir les différentes considérations qui sont rattachées au vieillissement, ajuster vos objectifs professionnels aux enjeux de la population vieillissante actuelle, puis saisir le potentiel que suscite le vieillissement d'une population. Ce n'est pas que négatif, une population qui vieillit, ça a beaucoup d'aspects positifs. Donc, les cours nous permettent de saisir l'ensemble de ces enjeux-là. Le certificat en travail social ne permet pas de conduire à la profession de travailleur social. Il nous permet par contre de développer des connaissances, des aptitudes pour comprendre le comportement humain, l'environnement social et tous les champs d'intervention du travail social en général, sans que ça amène là, à être membre de l'ordre des travailleurs sociaux. Donc, c'est souvent, comme je disais, des compléments de formation qui sont bien à joindre à votre formation actuelle ou à vos études là, actuelles que vous avez déjà dans un autre domaine. On revient un petit peu plus tard là, sur les perspectives professionnelles là, de ces 2 diplômes. Comment ça fonctionne, les cheminements? En fait, vous allez voir qu'ils se ressemblent beaucoup. Donc, le cheminement du certificat en travail social, donc il y a 30 crédits ou, si vous préférez, 10 cours. Il y a 4 cours qui sont obligatoires. Il y en a 2 à l'automne, 2 à l'hiver. Et il reste ensuite à faire 6 cours optionnels qui, eux, sont offerts à l'automne, à l'hiver ou à l'été. Donc, c'est un certificat qui peut être suivi entièrement à distance. Si vous voulez le faire à temps complet en 2 sessions, il va falloir ajouter peut-être des cours en présentiel parce qu'il y a plus de cours optionnels à faire en présentiel qu'à distance. Donc, c'est quand même possible de faire un certificat complètement à distance, mais vous avez moins de choix dans les cours optionnels. Si vous voulez vous ouvrir à tous les choix possibles et le faire le plus rapidement possible, il faut donc ajouter quelques cours en présentiel. Mais si vous êtes qu'à distance, c'est quand même possible de terminer le certificat en 3 sessions. Donc, il y aurait nécessairement 2 sessions à temps plein, à 4 ou à 5 cours, puis il restera une session à 1 ou 2 cours pour compléter. Donc, cette session-là ne serait pas considérée comme à temps complet. C'est la même chose pour le certificat en gérontologie, aussi 30 crédits, donc 10 cours, aussi 4 cours obligatoires. La différence ici, c'est qu'il y a 2 cours obligatoires qui sont offerts à l'automne, un cours à l'hiver et un cours à l'été. Donc, c'est certain qu'avec le certificat en gérontologie, ça peut se faire en 1 an, mais en 1 an sur 3 sessions, automne, hiver, été, donc pas en 2 sessions. Et ici, vous avez également 6 cours optionnels à suivre. Il y en a à l'automne, à l'hiver, à l'été.
Ce certificat peut également être fait essentiellement à distance. Tous les cours sont disponibles à distance, mais encore là, ça ne peut pas être fait à temps complet en 2 sessions, étant donné qu'il y a un cours obligatoire à faire à l'été. Mais il peut y avoir 2 sessions complètes à temps complet là, pour les prêts et bourses, par exemple, automne et hiver, et il reste un cours à compléter à l'été. Ce qu'ils ont en commun, ces 2 certificats, c'est qu'ils ne sont pas contingentés. Donc, c'est possible, on accepte là, beaucoup plus d'étudiants. Les admissions se font à l'automne, à l'hiver, à l'été, donc à toutes les sessions. Donc, en ce moment, il est possible de faire une demande d'admission pour être admis à l'été. Ces certificats ils peuvent entrer dans la composition d'un baccalauréat multidisciplinaire. Donc, c'est un baccalauréat qui comporte 3 certificats. Donc, ça peut être n'importe quel certificat université. Ce n'est pas obligé que ce soit travail social et gérontologie, mais à l'école de travail social et de criminologie, nous, on a 3 certificats. Donc, criminologie, gérontologie et travail social. Donc, vous pouvez très bien faire les 3 certificats de notre école pour vous constituer un bac multidisciplinaire, mais vous pouvez également prendre un certificat de notre école et compléter avec d'autres certificats, par exemple en psychologie ou en santé sexuelle ou en d'autres domaines là, à l'Université Laval. Ce n'est pas obligé que ce soit chez nous, mais on a 3 excellents certificats, ceci dit. Donc, certains cours que vous prenez dans les certificats en travail social ou en gérontologie seront reconnus si vous passez ensuite au baccalauréat en travail social. Et autre chose qui est important là, de retenir, c'est que la moyenne minimale requise est de 2 pour pouvoir diplômer. Je vous dis ça parce qu'il y a des étudiants qui, à chaque cours, réussissent chacun des cours avec un D, par exemple, et donc ils n'ont pas échec, ils ont réussi chacun des cours, sauf que si vous avez un D à chaque cours, bien, à la fin, vous n'aurez pas une moyenne de 2. Et donc, même en ayant réussi tous les cours, si la moyenne n'est pas de 2, vous ne pourrez pas recevoir votre diplôme. Donc, c'est bien important de suivre votre cheminement et vous assurer là, que vous êtes en possibilité de maintenir cette moyenne de 2. Mais la direction de programme, on est là pour vous aider et aussi la conseillère à la gestion des études est là également pour ça. Autre chose, si vous avez, oui, j'ai oublié de dire pour le baccalauréat multidisciplinaire, c'est un bac qui vous permet d'accéder aux études supérieures, comme un bac en travail social, le bac multidisciplinaire qui comporte 3 certificats différents pourrait vous permettre d'accéder à la maîtrise en travail social. Ça vous demanderait une année préparatoire, donc des cours là, à faire en ce qu'on disait avant, le propédeutique, mais donc quelques cours préparatoires, une année préparatoire avec un stage pour vous permettre d'accéder à la maîtrise en travail social, mais c'est possible de le faire comme avec n'importe quel bac. Donc, c'est un bac, ça compte comme un vrai bac, mais ce n'est pas un bac professionnel comme celui en travail social. Les perspectives d'emploi pour ces certificats, donc c'est sûr, comme je disais tantôt, ce n'est pas des formations professionnelles, c'est souvent des formations complémentaires à une autre formation. Si vous avez un DEC technique, par exemple, et vous faites ensuite un certificat en gérontologie ou en travail social, ça va être vraiment un atout pour vous. Ça va vous permettre donc d'accéder à certains postes dans le réseau, surtout dans le réseau communautaire, puisque dans le réseau de la santé, les postes sont plus réservés. Tu sais, on a des infirmières, des travailleurs sociaux, des psychologues, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, donc toutes des formations professionnelles, donc on ouvre des postes dans ces domaines-là. Alors qu'il n'y a pas de poste en gérontologie dans le domaine de la santé actuellement, et les postes en travail social sont pour les techniciens en travail social, donc qui ont fait la technique, ou encore pour les bacheliers en travail social qui ont fait le bac, mais pas pour ceux qui ont fait que le certificat. Donc, le réseau de la santé, il n'est pas ouvert pour l'instant à ces certificats, sauf si vous faites un bac par cumul de certificats. Donc, si vous avez 3 certificats et ça vous donne un bac multi, là, vous aurez accès à des postes qu'on appelle ARH, donc d'agents de relations humaines, qui pourraient être rentrés dans le réseau de la santé, là, au CIUS, par exemple. Sinon, les postes sont quand même, il y en a plein parce que vous savez bien qu'on est en pénurie de main-d'œuvre partout. Donc, dans le réseau communautaire,
quelqu'un qui a un certificat en gérontologie peut, par exemple, devenir un intervenant dans un organisme communautaire pour aînés, pour être responsable du soutien aux locataires en résidence privée pour aînés, conseiller en hébergement, responsable des activités en CHSLD. Il y a aussi des étudiants qui se retrouvent comme travailleurs de milieu. Donc, c'est le travail là, qui est comme le travail de rue, mais en fait avec les aînés. Donc, il y a 8 postes actuellement dans la région de la capitale nationale de travailleurs de milieu pour les aînés isolés et vulnérables. Donc, on peut avoir des postes comme ceux-là avec un certificat en gérontologie. Avec le certificat en travail social, même chose, ça va être dans le réseau plus communautaire. On peut avoir des postes d'intervenant social, d'agent de programme d'intervention et de sensibilisation, d'intervenants communautaires, de conseillers auprès des familles, par exemple, donc dans plusieurs domaines là, du travail social, mais plus dans le réseau communautaire. Ça ne donne pas accès au titre réservé de travailleur social qui est délivré par l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, comme je l'avais mentionné tantôt. Donc, je vais prendre maintenant le reste du temps pour vous parler du baccalauréat et on aura après quelques minutes là, pour pouvoir répondre aux questions. Donc, je ne vais pas prendre les questions tout de suite pour les certificats pour être certain d'avoir le temps là, de terminer pour le bac. Donc, le baccalauréat, donc les objectifs du bac sont de comprendre les comportements humains, connaître les dimensions éthiques, déontologiques de la pratique du travail social, s'initier aux réalités autochtones, comprendre l'organisation sociale de notre société, s'initier aux enjeux de la diversité ethnoculturelle, sexuelle, évaluer le fonctionnement social des individus, des familles et s'initier aux notions d'équité et aux principes de justice sociale. Évidemment, il pourrait y en avoir d'autres. Il y a des petits points là, qui sont encore là, qui sont vides pour montrer que c'est assez large quand même, les objectifs d'un tel baccalauréat. C'est un programme contingenté, donc on prend à peu près là, pour la prochaine cohorte, là, ça sera 180 étudiants qui vont être admis sur à peu près 750 demandes qu'on pense recevoir là, cette année. Donc, c'est des admissions à l'automne seulement. Donc, c'est maintenant le temps de faire la demande d'admission pour l'automne. Il faut y avoir un DEC pour être admissible. Bon, il y a d'autres, j'arrive un petit peu plus tard, mais le profil le plus classique, c'est quelqu'un qui a un DEC. Il faut que vous ayez également un cours de psychologie et un cours de méthode quantitative que vous aurez pris au cégep. Donc, c'est des critères d'admission. Il y a également une possibilité d'une passerelle DEC-BAC pour ceux qui ont un DEC en technique de travail social. Donc, il y a 24 crédits qui sont reconnus. Si vous êtes francophone, on vous demande également d'avoir un certain niveau d'anglais pour entrer. Si vous êtes non francophone, bien, ça vous prend un certain niveau de français pour entrer. Donc, il y a des examens dans les 2 langues là, qui sont faits pour vérifier ça. Si vous avez un DEC technique en éducation à l'enfance, éducation spécialisée, intervention en délinquance, soins infirmiers, au travail social, bien évidemment, les cours de psychologie ne seront pas nécessaires. Vous êtes dispensés de ces cours-là. Il y a également des places qui sont réservées pour des étudiants ayant un DEC en travail social, mais qui n'ont pas la cote R suffisante pour entrer. Habituellement, là, ça varie d'une année à l'autre, mais c'est en haut de 25 là, que nos étudiants sont acceptés, 25-26. Donc, si vous êtes technicien de travail social, mais vous avez une cote R de 22 à 25 et 2 ans d'expérience, il est possible de rentrer avec les places réservées pour vous. Il y a des places réservées aux candidats adultes également qui n'ont pas de DEC et il y a des places réservées pour des candidats issus là, des Premières Nations qui ont également une cote entre 22 et 25. Vous aurez éventuellement vos antécédents judiciaires là, à vérifier au niveau des stages. On ne le demande pas à l'admission, mais ça sera demandé pour les stages et les stages sont obligatoires. Donc, c'est intéressant de le savoir à l'avance qu'on va vous demander ça dans votre 3e année. Les cheminements au bac. Donc, c'est un bac de 93 crédits. Il y a 17 cours obligatoires, 7 cours optionnels et le stage qui compte pour 21 crédits. Donc, c'est une formation en présentiel, même si depuis 2 ans, il y a eu beaucoup de cours à distance. Il faut être à Québec là, pour suivre les 2 premières années du bac. La 3e année est un stage. Vous pouvez faire vos stages dans votre région, donc il est possible de retourner chez vous, mais les 2 premières années doivent se faire à Québec. Il y a quelques cours à distance seulement dans la formation et vous avez des cheminements possibles de 6, 7 ou 8 sessions à temps complet.
C'est important la notion de temps complet parce que là, à l'automne, le gouvernement va offrir des bourses aux étudiants qui sont offerts à temps complet dans les programmes où il y a une pénurie de main-d'œuvre, dont le travail social au niveau du baccalauréat. Donc, ça sera possible là, pour vous d'avoir ces bourses-là. Si vous êtes à temps complet, mais le temps complet peut être quand même se faire sur 8 sessions. Donc, à 4 ans du bac, vous êtes quand même à temps complet. Il y a évidemment un cheminement pour ceux qui sont détenteurs d'un DEC en technique de travail social. J'ai dit tantôt, vous avez 24 crédits déjà de crédités. Donc, il vous reste 69 crédits à faire. Il y a 10 cours obligatoires, 6 cours optionnels et les stages également. Donc, les stages ne sont pas crédités, même pour les techniciens qui ont de l'expérience. Donc, on reconnaît 24 crédits de cours. Il y a ici également un cheminement à 5 sessions, incluant une session d'été, ou bien à 6 sessions à temps complet aussi. Donc, le temps d'étude n'est pas tellement diminué lorsqu'on a un DEC en travail social, mais les sessions vont être allégées. Donc, il y aura beaucoup moins de cours par session, mais comme il y a les cours obligatoires qui sont une fois par année, il y a comme il y a les stages, etc., c'est difficile de condenser plus que ça. Là, donc, en moins de 5 sessions, ce n'est pas possible. Donc, il y a peut-être une petite session de moins que ceux qui font le bac régulier là, en 3 ans. Il y a également, quand vous êtes au bac, une possibilité d'accéder à des profils. Donc, il y a le profil entrepreneurial, le profil international et le profil développement durable. En fait, rapidement, vous pouvez aller voir toute cette information-là là, sur le site de l'école. En fait, il y a... c'est que les crédits de cours optionnels doivent être pris dans ces profils-là. Donc, comme vous avez 6, 7 cours, 8 cours optionnels à faire, bien, vous en prenez 4 cours parmi la liste là, qui sont dans le profil entrepreneurial ou dans le profil de développement durable pour pouvoir accéder à ce profil-là et donc avoir cette mention-là sur votre diplôme. Et dans le profil international, bien, il y a 12 crédits de cours qui sont octroyés lorsque les étudiants font des cours à l'étranger dans le cadre là, de leur programme. Il y a comme une session où les étudiants partent à l'étranger pour faire leurs cours. Les stages, on nous demande souvent plein de questions sur les stages, c'est où, comment, pourquoi, comment ça fonctionne. Donc, les stages, c'est l'École de travail social et criminologie. Donc, c'est nous qui vous trouvons les stages. Vous n'avez pas à chercher vous-même votre milieu de stage. Il y a des listes de stages, donc vous pourrez choisir là-dedans. Vous choisissez un peu, pas nécessairement le milieu, mais peut-être le domaine. Tu sais, si vous voulez aller avec les jeunes, les aînés, vous choisissez un domaine, puis là, on essaie de placer tout le monde. Vous comprenez qu'il y a beaucoup d'étudiants à placer. Donc, la plupart du temps, les gens quand même trouvent pas mal le stage qu'ils avaient choisi là, dans leur premier ou deuxième choix. Donc, la majorité de nos étudiants se retrouvent dans le réseau de la santé et des services sociaux via les CIUS, CIS et CIUS, là, et ça inclut CLSC, Centre hospitalier, DPJ, CHSLD, donc tous les organismes de la santé qui sont inclus dans les CIUS. Là, maintenant, tout est regroupé sous la bannière du CIUS. Sinon, à part le réseau de la santé plus formel, il y a d'autres milieux de stage dans le milieu communautaire, donc tous les organismes là, communautaires qu'il y a dans vos régions, dans les milieux scolaires, ça peut être au curateur public, ça peut être dans des organisations militaires, dans le Grand Nord, auprès des Premières Nations et des stages aussi à l'international. Pour l'instant, on a des milieux ouverts là, qui sont le Chili, la Suisse et le Sénégal. Donc, les stages sont toujours sur 2 sessions, à l'automne et à l'hiver. Donc, les étudiants restent dans le même stage et le stage ne peut pas commencer à l'hiver. Ça commence à l'automne, un petit break pour Noël, on continue à la session d'hiver, donc de septembre à avril, dans le même milieu de stage. Il est possible, comme je disais tantôt, de faire vos stages dans votre région. Donc, si vous habitez à Trois-Rivières, à Montréal, dans les Laurentides, n'importe où, vous retournez chez vous, vous faites vos stages dans vos régions. Si vous le souhaitez, vous pouvez être des régions, vouloir faire votre stage à Québec, c'est correct aussi. Et important de savoir que pour la majorité des stages dans les CIS ou les CIUS, on va vous demander un permis de conduire et en plus l'accès à une voiture parce que les clients que vous devez rencontrer sont à domicile, on doit se déplacer et d'un milieu à l'autre, donc ça prend la voiture pour pouvoir se déplacer. Si on n'a pas de voiture, pas de permis de conduire, il y a quand même moyen de faire des stages dans d'autres milieux qui ne vont pas l'exiger.
Il me reste 2 petits points avant de pouvoir répondre à vos questions sur la charge de travail. Ça, je trouve que c'est un point important à discuter parce que, bon, vous ne savez peut-être pas, si vous arrivez du cégep, vous comparez parfois les cours de cégep en disant, bon, j'ai 8 cours, 9 cours à ma session d'hiver actuellement, donc, bon, 5-6 cours à l'université, ça va être facile. Il faut savoir qu'un cours universitaire, ça demande 9 heures de travail. Donc, 3 heures de cours plus 6 heures de travail à la maison. Donc, ce n'est pas à toutes les semaines qu'on a 6 heures de lecture ou de travail à la maison, mais quand on a un examen, quand on a un travail de session, donc on a plus de temps. Donc, en moyenne, on évalue qu'un cours universitaire peut vous demander jusqu'à 9 heures de travail par cours. Donc, si vous avez une session de 4 cours, c'est probablement entre 30 et 36 heures de travail, d'études que vous aurez par semaine. Si vous avez 5 cours, c'est 38 à 45 heures. Et si vous avez 6 cours, c'est 46 à 54 heures. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui prennent des sessions de 6 cours parce qu'ils veulent faire le bac en 3 ans et qui travaillent en plus. Donc, sachez que si vous travaillez en plus, bien, vous avez déjà en partant autour de 50 heures de travail juste pour vos études. Fait qu'il ne faut pas travailler beaucoup si on veut faire le bac à temps plein en 3 ans. Donc, on conseille de travailler de moins de 15 heures par semaine pour être capable de bien réussir vos études. Sinon, c'est sûr que vous coupez quelque part, donc c'est sûr que vous commencez à ne pas faire les lectures, à faire les travaux vite, vite, à vous absenter à des cours. Donc, c'est sûr que là, à ce moment-là, votre formation va être beaucoup moins complète. Et l'idée de la formation, c'est de développer des outils pour avoir le plus d'outils possible dans son coffre à outils au moment où on termine. Donc, c'est le temps de prendre le temps de lire, puis de comprendre, puis d'assimiler les notions. Donc, si on fait ça rapidement, bien évidemment, il y a des compétences qu'on n'aura pas quand on va arriver pour travailler ou en stage. Dernier point, la reconnaissance d'acquis. Donc, une fois que vous êtes admis au baccalauréat, vous pouvez demander, bien, au certificat également, vous pouvez demander des reconnaissances d'acquis scolaires. Donc, à ce moment-là, c'est des cours que vous avez déjà suivis dans d'autres universités. Il y a un catalogue qui existe que vous pouvez consulter là, sur le site là, de l'université et vous pouvez aller voir à ce moment-là si les cours que vous avez suivis, ils peuvent être crédités dans le programme pour lequel là, vous êtes inscrit. Donc, on reconnaît des crédits universitaires. Et on peut reconnaître également des acquis extrascolaires. Ça, c'est comme de l'expérience que vous avez parce que vous avez travaillé dans le domaine. Donc, à ce moment-là, vous devez remplir un formulaire puis démontrer comment votre expérience professionnelle, avec cette expérience professionnelle, vous avez atteint déjà les objectifs d'un cours en particulier, là, ou sinon des objectifs du programme en général. Donc, il y a des frais associés là, à cette demande de reconnaissance-là, mais ça peut valoir la peine parce que vous pouvez avoir des fois 2-3 cours de moins à faire dans votre programme parce qu'on reconnaîtrait l'expérience que vous avez acquise là, dans votre travail professionnel. Donc, toutes ces démarches-là c'est écrit là, sur le site là, de l'Université Laval sur la reconnaissance des acquis. Donc, ça terminerait la présentation et on aurait encore quelques minutes pour les questions. Donc, j'inviterais peut-être Mme Lafleur, merci Gilles, d'ouvrir sa caméra. C'est déjà fait, d'ouvrir peut-être son micro. Et voilà, on est disponible pour répondre à vos questions. On n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas, vous avez le temps de chacun de poser chacune question au moins. On vous écoute. Bonjour tout le monde. Soyez bien à l'aise de poser vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, puis vos questions peuvent être utiles aux autres aussi. Donc, je vois. Oui, il y a des mains levées. Je crois qu'il y a évidemment en premier Packwood et Cassandre. Donc, Packwood, je ne sais pas quel est votre nom. Oui, allez-y. Oui, moi, c'est Catherine Packwood, mais la question, je vais vous faire répéter. Là, tantôt, j'écoutais, mais j'avais mon bébé qui faisait une crise en même temps. Donc, je sais que vous en avez parlé, mais c'était sur le temps complet. Donc, je pense que c'est minimalement 4 cours par session, si j'avais bien compris. Puis là, moi, présentement, ben là, c'est sûr que je suis nouvellement maman, je m'en vais. Est-ce qu'il y a des conciliations famille-études? Est-ce qu'il y a possibilité de faire à peu près 3 cours par session? Oui, en fait, on peut avoir le statut d'étudiant parent. Ça vous donne un statut de temps complet
avec les avantages que ça comporte là, pour les prêts étudiants, la passe d'autobus, il y a toutes sortes d'avantages comme ça. Le statut d'étudiant parent, il faut en faire la demande à chaque session. Donc, je vais mettre le lien sur le chat. Et juste préciser, Gisèle, normalement, pour être étudiant en temps complet, c'est minimum de 4 cours, donc 12 crédits. Mais pour les étudiants parents, c'est combien de crédits? Il me semble que c'est la moitié. OK. Ouais. Donc, ça veut dire que 2 cours, ça serait correct. Oui, attendez un petit peu. On va vérifier, c'était une bonne question. En attendant, je pourrais répondre aussi à cette question-là à un autre aspect. Donc, comme étudiant parent, vous avez le droit également à des accommodements lorsque, par exemple, s'il y a un examen prévu à telle date, puis que là, votre enfant est malade, vous ne pouvez pas faire l'examen. Donc, vous pouvez présenter à ce moment-là un papier qui nous montre là, que votre enfant était malade et ça va vous permettre là, d'avoir accès à un accommodement pour l'examen. Mais ce n'est pas d'emblée parce que vous êtes parent que vous avez plein d'accommodements, mais c'est le fait que vous soyez parent nous ouvre une porte là, que si jamais il y a des problèmes particuliers, mais ce n'est pas juste parce que j'ai des enfants, je vais faire l'examen une semaine après les autres, mais parce que j'ai un enfant, il y a eu un problème qui m'empêche de faire l'examen en même temps que les autres, là, je pourrais avoir accès à un accommodement, par exemple. Donc, c'est intéressant à utiliser, mais ce n'est pas d'emblée. Non, puis il y a aussi que l'étudiant parent doit quand même répondre à certains critères. J'ai mis le lien sur le chat là, pour tout le monde. Donc, vous pouvez voir, ça va vous mener à la page qui donne tous les détails, les critères pour y être admissible, le formulaire aussi de demande, comment procéder, puis ce que ça comporte aussi, là. Si vous pouvez prendre moins de cours, puis être considéré à temps complet quand même. Donc, vous avez tous ces détails-là sous ce lien-là. C'est sûr que pour l'année de stage, par contre, il va falloir quand même faire le stage à 4 jours par semaine. Le stage, c'est toute une année de l'automne à l'hiver, mais à 4 jours par semaine, puis il y a une journée par semaine, il y a un cours de séminaire de stage. Et c'est sûr que là, on ne peut pas avoir un stage à 2 jours et demi parce qu'on est parent, là, par exemple. Il va falloir faire le stage à temps complet comme tout le monde, mais il est possible de faire moins de cours et on vous encourage dans ce temps-là à faire le bac sur 4 ans et non pas sur 3 ans, c'est sûr, là, parce qu'en 4 ans au moins, il y a beaucoup moins de cours par session. Donc, je vais prendre la question. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci, ça a fait le tour, c'est gentil. Parfait. Cassandre. Bonjour, j'avais une question. Mettons qu'on a déjà fait un cours à l'université, mais là, c'est-tu encore la cote terre qui prend en compte de ce qu'on avait fait au cégep ou on prend la cote Z de nos notes à l'université si on voudrait faire le bac? En fait, ça dépend du nombre de crédits que vous avez acquis à l'université. Parce que de 12 à 49 crédits, on va accorder 2 % à chaque crédit universitaire réussi dans un certificat ou un bac et on va compter le reste à la cote de rendement collégial. À partir de 50 crédits universitaires obtenus dans un certificat ou un bac, là, on ne compte plus la cotaire. C'est important de faire la différence avec les crédits obtenus aux études libres ou dans un micro-programme ou même aux études supérieures. Ça ne compte pas. Est-ce que ça répond bien à la question? Mais mettons, tu aurais 50 crédits d'obtenus, puis c'est juste les crédits. Fait que ça ferait que la codite, ça serait quoi? Comme mettons, oui. Si les crédits ne sont pas obtenus dans le cadre d'un programme? Mais mettons, vous avez dit que 50 crédits et moins, on prend en compte aussi la cote terre du cégep. Mais si, mettons, on a 50 crédits et plus de fait. On ne compte plus du tout la cote de rendement collégial. Alors, on compte quoi? On compte seulement seulement les moyennes obtenues chaque session dans un programme. Fait que la moyenne, c'est encore avec comme 4,33 ou c'est vraiment... Oui, c'est exactement ça. Nous, on fait une conversion de cette moyenne-là qui s'appelle une valeur globale. En fait, c'est la cote de rendement universitaire. Quand on est en bas de 50 crédits, on dit une valeur globale parce qu'on prend
la cote de rendement universitaire plus la cote de rendement collégial. Donc, les deux ensemble, ça fait une valeur globale. Puis quand on a seulement des crédits universitaires à prendre en compte, c'est la cote de rendement universitaire. Fait que, mettons, pour une base universitaire, ça serait combien sur 4,33? Ça dépend de l'indice de force de la discipline. Si vous êtes déjà dans un certificat ou un bac? Un bac. Un bac. Puis c'est quoi la discipline? Psychoéducation. Psychoéducation. Donc ça, c'est un indice de force assez élevé. Donc, ça veut dire que l'indice de force va faire en sorte qu'un A obtenu dans une discipline n'aura pas la même valeur qu'un A obtenu dans une autre discipline. Donc, psychoéducation qui a un indice de force assez élevé. Attendez que je trouve ça. Oui, voyez-vous l'indice de votre moyenne? Voyez-vous si on donne des exemples de moyenne. Par exemple, une moyenne de 3 sur 4,33, ça équivaut à B. Donc, un B en psychoéducation, ça vaut 1927. Pour vous donner une idée, l'année dernière, en automne 21, le dernier admis avec la cote de rendement universitaire avait une valeur globale de 26,147. Donc, en psychoéducation, si je veux être admise, ça me prendrait une cote d'environ B+, à moins. Ce sera à peu près ça. Donc, 3,5, 3,7 à peu près. Oui. Si vous voulez voir le détail de chacune des disciplines, vous pouvez aller simplement sur Google, puis vous écrivez « Table des étalons UL », puis vous allez tomber directement dans le document, puis vous allez avoir la liste de tous les programmes avec leur indice de force. Puis pour vous situer davantage, vous allez dans la colonne de droite, puis vous voyez à quoi correspond chaque moyenne. OK. C'est bon? Oui, merci. Bienvenue. On avait Kenza aussi qui a levé la main. Ceux qui ont déjà à parler, à moins d'avoir une autre question, je vous demanderai de baisser votre main pour ne pas confondre. Là. Donc, Kenza. Oui, moi, c'était par rapport à la reconnaissance des acquis, les extrascolaires. Est-ce que ça prend en compte l'expérience de vie aussi ou c'est vraiment juste l'expérience de travail? Ça pourrait. Oui, ça pourrait. Il faut démontrer que vous avez atteint les objectifs d'un cours. Donc là, vous faites la demande pour avoir un petit. Si vous pensez que votre expérience de vie pourrait correspondre à, bon, qu'est-ce qui est, je ne sais pas, qui est écrit dans. Par exemple, moi, j'enseigne un cours proche aidance. Si vous êtes une proche aidante depuis plusieurs années, vous pourriez dire, ben moi, je pense là, que les proches aidantes, là, j'ai compris c'est quoi, là, ça fait des années que je fais ça au plan personnel, ce n'est pas mon travail, c'est ma vie. Et donc, vous pourrez regarder les objectifs du cours, puis là, démontrer dans un texte là, comment votre expérience fait en sorte que vous avez atteint ces objectifs-là. Et à ce moment-là, on pourrait vous créditer ce cours-là. Donc, ça peut, oui, être des expériences de vie aussi, pas nécessairement professionnelles. Bénévolement. Moi, ce ne serait pas nécessairement pour avoir des reconnaissances de cours ou quoi que ce soit, mais plus pour l'admission. Parce que je vois les places supplémentaires disponibles. Ma quotaire à moi est de 25. Puis j'ai vu avec le dernier candidat et tout. Je ne rentrerai pas dans les catégories de places supplémentaires disponibles parce que j'ai déjà un DEC. Alors, si je fais une reconnaissance d'acquis extrascolaire avec l'expérience de travail et de vie, est-ce que ça pourrait m'aider pour mon admission en général? Non, malheureusement, non, parce que la reconnaissance d'acquis extrascolaire, comme on le voyait, je peux remettre la diapo, c'est une fois que vous êtes admis. Une fois admis, là, vous pouvez faire la demande. Mais cette reconnaissance d'expérience, ça ne vous aide pas à rentrer dans le bac. Une fois que vous êtes entré, vous pouvez avoir des cours de moins à faire. Mais pour le bac, on sélectionne les étudiants seulement en fonction des étudiants les plus forts au plan académique. On n'a pas de lettres de motivation ou de lettres de référence qui nous permettent d'étudier les dossiers d'une autre façon, là, malheureusement, qu'à partir des notes du cégep ou d'université dépendante que vous avez. Pour les certificats en tant que tel. Sauf pour les candidats adultes, eux,
présente un CV puis une lettre de motivation Oui, parce exact. qu'on n'a pas d'autres critères sur lesquels les évaluer, sauf bien sûr les notes préuniversitaires, s'il y en a. Alors, il faudrait que je m'inscrive comme candidat actuel sans DEC, même si j'ai un DEC? Non, absolument pas. À partir du moment où on a un diplôme, on ne peut pas être considéré candidat adulte. Il y a vraiment une définition précise de ce qu'est un candidat adulte. Donc, avoir 21 ans ou plus, avoir abandonné les études pendant 2 années ou plus, en continu ou de façon sporadique, et être résident permanent. Et c'est ça, n'avoir jamais eu de diplôme, sauf le diplôme d'études secondaires qui est requis. OK, mais ça répond à mes questions. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Marie-Julie? Oui, j'aimerais savoir, les stages, est-ce qu'ils sont rémunérés ou pas? C'est une bonne question. Depuis l'année dernière, il me semble, là, Gisèle, c'est pas une rémunération, mais il y a des sous qui sont donnés pour les stagiaires, là. Mais ça considère, c'est pas comme un salaire, là. Vous n'aurez pas 25 de l'heure quand vous faites votre stage, mais il y a quand même il y a des sous là, qui sont comme de bourse, là. OK. C'est bien ça, Gisèle? Ben, ça, ce sera à vérifier parce que moi, j'avais comme information que justement, le stage n'était jamais rémunéré. OK. Mais ce serait à revérifier. Là, on pourrait vous le confirmer si vous voulez. Vous pouvez m'écrire à l'adresse qui figure là, sur la présentation. Parfait. Je vais pouvoir vous le confirmer. Parfait. Oui, parce que moi, j'ai un bac en administration. J'ai aussi une maîtrise en administration. Donc, j'ai une situation peut-être qui fait que j'aurais certains cours que j'aimerais voir là, s'ils sont reconnus. Oui, assurément, les cours hors discipline, sans aucun doute. L'autre chose, par contre, c'est que c'est sûr que votre maîtrise, on ne peut pas la prendre en considération dans le calcul. Ouais. Parce que c'est des études supérieures. OK, parfait. Fait que c'est vraiment les cours du bac là, que j'ai complétés en 2004 que vous allez devoir regarder. OK. Exactement. Ouais. Parfait. Par contre, pour quelqu'un comme vous, avec déjà un bac et déjà une maîtrise, peut-être qu'il serait avantageux pour vous d'entrer à la maîtrise en travail social plutôt qu'au bac en travail social. Bien, c'est pour ça, moi, je vais aussi regarder la présentation, je crois, de mercredi. Parce que moi, c'est sûr que oui, je pense que ce serait peut-être plus la maîtrise que je viserais. En tout cas, oui, j'aimerais peut-être contacter Mme Lafleur là, pour ça. Ça ne serait pas tant moins long pour vous parce que la maîtrise, normalement, c'est 2 ans. Et vous auriez une année préparatoire à faire. Donc, ça fait 3 ans. Le bac est 3 ans. Donc, vous ne sauverez pas de temps avec la maîtrise, mais par contre, ça vous donne un diplôme de 2e cycle. Là. Fait que quand vous commencez votre carrière en travail social, bien, vous êtes déjà à un échelon salarial plus élevé et vous avez accès à des postes plus élevés. Là, c'est ça. Donc, vous pouvez faire plus des fois des postes de direction éventuellement plus loin dans votre carrière ou quelque chose parce que vous avez une maîtrise. Là. Donc, les perspectives d'emploi sont quand même plus intéressantes. Mais il faudra voir là, avec les cours, tout ça, ce qui vous intéresse. Il y en a qui n'ont pas envie de faire une 2e maîtrise puis qui préfèrent faire un bac. Oui, effectivement. Aussi, j'ai vu que, bon, au niveau de la formation à distance, les certificats se donnent. Est-ce qu'il y a des travaux d'équipe dans le cas où la formule de cours est à distance? Ça dépend des cours. Je ne peux pas répondre pour tous les cours. Je vous dirais que la plupart des cours, oui, puisque les cohortes sont quand même assez importantes. Là, on a des cours avec 300, 400 étudiants. Donc, vous comprendrez que le travail d'équipe fait en sorte que ça fait moins de travaux à corriger. C'est juste une question de ressources. Là. Je ne vous cacherai pas. Là, corriger 400 travaux versus 200, ben, c'est 200 de moins. Donc, c'est vraiment une question de ressources humaines et financières. Là. Mais il y a aussi des avantages à travailler en équipe là, quand on est dans le domaine de gérontologie, travail social, évidemment. Mais c'est sûr que les cours en ligne, ben, à ce moment-là, il y a toutes sortes de formules différentes selon les profs et tout ça. Des fois, ils vous font faire des activités de laboratoire dans des petits groupes de 10 ou 15. Puis là, vous êtes habitué de travailler avec cette même équipe de 10 ou 15. Donc, quand vous faites votre travail d'équipe, vous choisissez vos coéquipiers dans cette équipe de 10 ou 15-là. Vous avez appris un peu à connaître parce que vous avez des activités. Donc, ça dépend vraiment de chacun des cours. Là. Mais il y a des cours. Moi, dans mes cours à distance, je ne fais pas de travaux d'équipe.
je garde vraiment des travaux individuels, mais je sais que ce n'est pas fréquent là, en raison du nombre important d'étudiants qu'on a. Il y a des cours qui ont seulement 2 examens, 50-50, donc il n'y a pas de travaux. Il y a des cours et des travaux. C'est très variable. Là, et particulièrement en gérontologie, parce que nos cours en gérontologie, il y a 4 cours obligatoires qui sont des cours à l'école de travail social et de criminologie, donc qui portent le sigle SVS. Mais tous les autres cours optionnels là, dont on n'a pas parlé, parce que vous pouvez trouver ça facilement sur Internet, c'est des cours en droit, en anthropologie, en plein d'autres domaines, en nutrition, en médecine, en psychologie. Et donc là, ça varie d'un département à l'autre. Et là, je ne peux pas répondre là, comment eux ils fonctionnent. L'autre chose aussi serait de voir, parce qu'on parlait de maîtrise en travail social, là, plutôt que le bac, mais il y a aussi le certificat peut-être, là vous demandiez si c'était à distance ou pas, dépendant des objectifs que vous visez, parce que le certificat peut vraiment servir de formation complémentaire. C'est sûr que si vous voulez faire partie de l'ordre, ça c'est une autre chose. Oui. Mais avec la maîtrise, votre bac, il est en quoi? Il est en administration avec une concentration en RH. OK. Parce qu'il faudrait voir aussi auprès de l'ordre, si par exemple vous faisiez le certificat, vous avez le bac, la maîtrise, puis dépendant de votre expérience de travail, vous pourriez aussi voir la possibilité d'avoir une admission, pas une admission, mais une adhésion à l'ordre par équivalence d'acquis scolaires et extrascolaires. OK. Oui, à ce moment-là, vous avez nécessairement une scolarité complémentaire à faire, mais ça peut être beaucoup moins important qu'une maîtrise, par exemple. On va vous demander tous les cours d'aspect pratique, donc les stages, les cours d'intervention, politique, des politiques sociales, politiques publiques, là, cours d'éthique, des choses comme ça qu'on ne trouve pas dans le certificat, mais qui pourraient possiblement vous donner accès. Donc ça, il faudrait vraiment voir auprès d'eux. Je pourrais vous mettre le lien sur le chat. Hein. OK, parfait. Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on parlait à Marie-Julie, c'est ça? Oui. Donc, votre main, c'est plus... Donc, il y aurait Packwood, Mme Packwood, qui aurait une autre question. Oui, donc moi, je reviens encore avec le statut parent-enfant. Et je lisais le lien que vous avez mis sur le groupe de discussion. Je voulais juste clarifier. Est-ce que je fais une demande d'admission normale une fois que je suis prise, c'est là que je fais reconnaître le statut parent-enfant? Oui, c'est ça. OK. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas de passerelle là, qui va vous permettre de rentrer plus facilement si vous êtes de parents, par exemple. Là. Fait que vous faites une demande d'admission comme tout le monde. Si vous avez les notes suffisantes, vous allez rentrer, puis ensuite, vous allez faire reconnaître ce statut-là qui va vous donner quelques avantages. Là. Mais ça ne vous avantage pas pour rentrer. C'est une fois que vous êtes admis. Parfait. Puis là, je vous écoutais parler des certificats. Ah oui, oui. Là, je vous écoutais parler des certificats comme d'autres façons, comme d'autres moyens d'approche là, pour rentrer au bac. Je voulais juste aussi, si j'ai une moyenne de 26,8, non, c'est pas vrai, 26,2, excusez, j'ai-tu un espoir d'être pris ou je suis mieux de tout de suite penser à appliquer aussi dans les certificats pour me donner plus de chance? Est-ce que là, on parle d'un bac ou d'une cote collégiale? Cotère collégial, oui. Collégiale. Moi, je vous dirais que vous avez quand même des bonnes chances. Là, l'année dernière, la cotère, on est descendu à 26,815. OK. L'année d'avant, on est descendu à 25,502. Donc, c'est sûr qu'il faut garder en tête que cette cote-là, elle est vraiment variable d'une année à l'autre, dépendant de la quantité et de la qualité des candidatures reçues. Donc, nous, on part toujours du plus fort, puis on descend jusqu'à l'atteinte de notre contingentement. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que cette année, contrairement à l'année dernière, on va faire 180 offres, tandis que l'année dernière, on en a fait 155. Donc, ça fait une bonne différence aussi. Ça veut dire qu'on peut peut-être descendre plus bas. C'est sûr que si nos candidats sont plus forts cette année, on descend moins, mais voyez-vous, ça dépend vraiment de ça. Là. Puis, je voudrais juste compléter, Gisèle, parce que vous avez nommé que
le certificat pourrait être une façon de rentrer au bac, mais on n'a pas dit ça, en fait. Hein? Non. Le certificat, non, mais je voyais comme un bac multi, plein de certificats ensemble pour... Parce qu'il y en a qui pensent ça, en fait. Il y a beaucoup d'étudiants qui pensent qu'ils font une demande d'admission au baccalauréat, ils sont refusés, ils rentrent au certificat en disant une fois que j'aurai le certificat, je vais rentrer facilement au bac. Mais on ne rentre pas plus facilement au bac avec un certificat. Là. Parce que comme on disait tantôt, quand on regarde là, les indices de force des programmes, notre indice de force du certificat en travail social n'est pas très élevé. Et donc, même avec des A+ dans tous les cours en travail social au certificat, ça ne va pas nécessairement vous permettre d'entrer au bac en travail social par la suite. Donc, il ne faut pas créer de faux espoirs avec ça. Le certificat peut être une option selon le profil que vous avez et l'objectif professionnel que vous avez. Si vous ne voulez pas être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux, mais vous voulez travailler en intervention, il y a plein d'emplois actuellement, le certificat peut être suffisant. Mais si vous voulez être membre de l'Ordre, devenir vraiment une travailleuse sociale, ça va vous prendre un bac ou une maîtrise. Et commencer par le certificat, ce n'est pas nécessairement la bonne façon ou la meilleure façon de le faire. Là. Donc, à ce moment-là, on est mieux d'aller dans un autre certificat qui est plus fort, qui vous permettrait après d'augmenter votre moyenne pour vous permettre de rentrer au bac plus tard après quelques crédits. Là. Mais c'est ça, c'est important. Oui, c'est ça. Je me suis mal exprimée. Je voulais parler d'un bac multi, de tous les certificats ensemble pour former un bac multi. Oui. Mais c'est ça, oui, je comprends. Et je voulais savoir pour... ce serait quoi les coûts? À 2 sessions par semaine dans le statut, ce serait combien à peu près par session que ça coûterait à ce moment-ci? À temps complet? À 2, là, maintenant avec le statut parent-enfant, mettons, j'ai 2 cours par session. Ça reviendrait à combien? Un cours, c'est à peu près 400 $ par cours. Ouais. Si vous prenez 4 cours, ça vous fait 1600 par session. Si vous prenez 2 cours, c'est à peu près 800. Comptez à peu près 400 $ par cours de 3 crédits. Tous nos cours sont 3 crédits, là, sauf un cours là, qui est en 3 parties, 1 crédit chacun, là, mais tous les autres cours sont 3 crédits. Donc, calculez à peu près ça, là, 400 $, là, chiffrons, là, 400 $ par cours. OK, bon, ben c'est parfait. Vous avez répondu à mes questions. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On a déjà dépassé le temps prévu pour cette rencontre. Donc, s'il n'y a pas d'autres mains levées, on pourrait mettre fin à la rencontre et je vous encourage à nous écrire si vous avez d'autres questions. Les coordonnées de Gisèle sont là. Vous pouvez m'écrire aussi donc à la direction de programme. Et les demandes d'admission sont jusqu'au 1er mars. Donc, n'hésitez pas à faire une demande si ça vous intéresse toujours et que voilà. Jusqu'au 1er mars pour le bac, puis jusqu'au 15 août pour les certificats. Ah oui, c'est vrai. Ou dans un programme non contingenté. Donc, il ne faut pas hésiter. Puis, je réitère mon invitation, comme Sophie, à nous écrire si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Moi, ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions.